Les tablettes cunéiformes, découvertes en Mésopotamie au cours du XIXe siècle, constituent l'une des archives écrites les plus anciennes de l'humanité. Rédigées en sumérien, en akkadien et en babylonien, elles couvrent une période s'étendant approximativement de 3200 avant notre ère jusqu'au dernier siècle avant la période commune. Parmi ces textes figurent des compositions cosmogoniques, notamment l'Enuma Elish et les fragments du cycle d'Atrahasis, qui décrivent l'origine du monde, la création de l'être humain et le rôle de divinité collectivement désigné sous le terme d'Anunnaki. Ce mot, dans les textes originaux, désigne simplement un groupe de dieux majeurs du panthéon mésopotamien, sans connotation extraterrestre. Les interprétations contemporaines qui lisent dans ces récits la trace d'une visite de civilisation venue d'autres planètes s'éloignent considérablement du contexte philologique et archéologique dans lequel ces textes ont été produits. Ce documentaire examine ce que les sources cunéiformes disent réellement, dans quelle société elles ont émergé, et comment l'espace entre le mythe et l'archéologie génère au fil du temps des lectures radicalement différentes. Entre le Tigre et l'Euphrate, deux fleuves qui descendent des plateaux anatoliens vers le golfe Persique, s'étend une plaine alluviale d'une platitude presque absolue. Ce territoire que les Samansin-Hétiens, que les anciens habitants appelaient Kalam, le pays, et que les Akkadiens nommeront plus tard Shumer, constitue l'un des environnements les plus paradoxaux de l'histoire humaine. Il n'offre ni pierre taillable, ni bois de construction, ni minerais exploitables. Ses crues sont imprévisibles. Son sol, extraordinairement fertile lorsqu'irrigué, devient rapidement salin lorsque mal drainé. Et pourtant, c'est ici, dans cette plaine ingrate du sud de la Mésopotamie actuelle, que l'une des premières formes d'organisation urbaine complexe de l'humanité prend forme entre le 5e et le 4e millénaire avant notre ère. Les premières traces d'occupation sédentaire dans cette région remontent à la culture d'Ubaïd, approximativement entre 6500 et 3800 avant notre ère. Les sites archéologiques de cette période, Tel el-Waili, Eridu, Ur, révèlent l'équation des communautés pratiquant l'agriculture irriguée, élevant des animaux domestiques et construisant des structures en briques de terre crue. Eridu occupe une place particulière dans ce tableau. Considérée par les Sumériens eux-mêmes comme la ville la plus ancienne du monde, elle livre aux archéologues une séquence stratigraphique de 19 temples superposés, le plus ancien remontant au 6e millénaire. Cette continuité architecturale témoigne d'une occupation ininterrompue et d'une vie rituelle dont les racines plongent profondément dans la préhistoire de la région. La transition entre la culture d'Ubaïd et la période d'Uruk, approximativement entre 4000 et 3100 avant notre ère, marque un changement d'échelle remarquable. Uruk, la ville biblique d'Erech, l'actuelle Warqa en Irak, devient au cours de cette période le premier centre urbain de grande taille que l'archéologie ait pu documenter. À son apogée, vers 3200 avant notre ère, la ville couvre environ 250 hectares et rassemble une population estimée entre 25 et 50 000 habitants. Elle est entourée d'un réseau de settlements secondaires qui lui fournissent ressources agricoles et main-d'œuvre. Cette organisation spatiale, un centre dominant relié à une périphérie tributaire, préfigure les structures de politique que les textes cunéiformes décriront ensuite en termes mythologiques et administratifs. La géographie physique de la plaine sumérienne a profondément conditionné la nature de cette civilisation. L'absence de frontières naturelles défensives, ni montagnes ni forêts denses, a rendu les cités sumériennes perpétuellement vulnérables aux incursions extérieures. Cette vulnérabilité explique en partie la fortification précoce des centres urbains et le développement d'une culture militaire, dont les traces apparaissent dans les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe sur la nécessité de coordonner les travaux d'irrigation à grande échelle, creusement de canaux, gestion des réservoirs, répartition des eaux entre champs concurrents, a vraisemblablement favorisé l'émergence d'une autorité centralisée capable d'organiser des travaux dépassant la capacité de chaque communauté individuelle. Le rapport entre la plaine et le fleuve est fondamental pour comprendre non seulement l'économie sumérienne, mais aussi sa cosmologie. L'Euphrate et le Tigre ne suivaient pas, dans l'Antiquité, les mêmes tracés qu'aujourd'hui. Les cours d'eau se déplaçaient sur la plaine alluviale, abandonnant d'anciens lits, en creusant de nouveaux, modifiant les accès aux villes et transformant les équilibres entre cités concurrentes. Plusieurs sites archéologiques, aujourd'hui désertiques, se trouvaient autrefois directement sur les rives d'un bras actif du fleuve.
l'abandon progressif de certains centres urbains sumériens peut s'expliquer, au moins partiellement, par ces modifications hydrologiques naturelles qui privaient les villes de leur accès à l'eau et aux voies commerciales fluviales. Le sol de la Mésopotamie du Sud est une archive sédimentaire. Chaque inondation dépose une couche de limon. Chaque génération construit sur les ruines de la précédente. Les tels, ces collines artificielles formées par l'accumulation de millénaires de déchets architecturaux, atteignent parfois 20 ou 30 mètres de hauteur au-dessus de la plaine environnante. Fouiller un tel sumérien, c'est traverser physiquement le temps, en descendant couche par couche vers des périodes de plus en plus anciennes. Ce caractère stratigraphique du sol mésopotamien est essentiel pour comprendre pourquoi tant de civilisations semblent avoir disparu alors qu'elles sont simplement enfouies, recouvertes par leurs propres successeurs, préservées dans l'argile et le silence. C'est dans ce cadre géographique, une plaine fertile, vulnérable, traversée par des fleuves capricieux, dépourvus de ressources minérales, mais riche d'un sol alluvial extraordinairement productif, que naît la première grande tradition d'écriture de l'humanité, et avec elle les textes qui alimenteront, des millénaires plus tard, des interprétations aussi variées que contradictoires. Avant d'examiner ces textes, il est nécessaire de comprendre pourquoi ils ont été créés, par qui, dans quel but et dans quel contexte institutionnel leur production prend sens. L'écriture cunéiforme n'est pas née d'un désir de raconter des histoires. Elle n'est pas née non plus d'un besoin de transmettre des prières ou de consigner des cosmogonies. Dans son état le plus ancien, documenté à Uruk vers 3200 avant notre ère, l'écriture est un outil comptable. Les premières de tablettes cunéiformes recensées, plusieurs milliers provenant des fouilles d'Uruk, sont des registres administratifs. Quantité d'orge distribuée à des travailleurs, têtes de bétail attribuées à des temples, rations allouées à des fonctionnaires. L'écriture naît dans les entrepôts, non dans les temples. Elle naît du besoin de gérer des flux de marchandises à une échelle que la mémoire humaine ne peut plus contenir seule. Ce point de départ est capital pour toute interprétation ultérieure des textes sumériens. Le cunéiforme, du latin cunus, coin, en référence à la forme triangulaire des empreintes laissées par le calame sur l'argile, évolue progressivement d'un système pictographique vers un système logosyllabique capable de noter non seulement des quantités et des noms, mais aussi des sons, des concepts abstraits et finalement des récits complexes. Cette évolution prend plusieurs siècles. Les premiers textes littéraires sumériens que l'on peut dater avec certitude apparaissent vers 2600 à 2500 avant notre ère, soit environ 600 ans après les premiers textes comptables. Entre ces deux moments, un espace considérable s'ouvre dans lequel les traditions orales, mythes, épopées, hymnes, ont circulé, se sont transformées, ont été mémorisées et transmises sans support écrit. Cette antériorité de l'oral sur l'écrit est fondamentale. Lorsque les scribes sumériens commencent à coucher par écrit les grands récits mythologiques, le cycle d'Inanna, les exploits de Gilgamesh, les hymnes à Enlil, les récits de création, ils ne transcrivent pas des textes qui auraient existé sous une forme fixe et stable. Ils capturent, dans une langue donnée, à un moment donné, des traditions qui avaient déjà connu de multiples versions, adaptations et réinterprétations. La tablette cunéiforme est donc toujours une version parmi d'autres possibles, pas une transcription définitive d'une vérité originelle. Les scribes eux-mêmes constituent une catégorie sociale particulière dans la société sumérienne. Formés dans des institutions appelées Eduba, maisons des tablettes, ils apprennent leur métier au cours d'un apprentissage long et exigeant qui commence par la copie de listes de signes et de vocabulaire, progresse vers des textes mathématiques et juridiques et culmine dans la maîtrise des textes littéraires canoniques. Les textes produits dans ce cadre scolaire ne sont pas de simples exercices, ils participent à la transmission et à la standardisation d'un corpus culturel que la classe scribale considère comme son héritage propre. La littérature sumérienne est une littérature de scribes, produite par et pour une élite lettrée qui se définit en partie par sa capacité à accéder à ces textes. L'argile est le matériau qui rend tout cela possible. Abondante dans la plaine alluviale, façonnée en tablettes de taille à des variables, inscrite lorsque encore humide, puis séchée au soleil ou cuite au four, l'argile constitue un support à la fois fragile et extraordinairement durable. Des tablettes enfouies dans des incendies, qui auraient détruit des supports en bois ou en papyrus, ont été cuites par accident en céramique et conservées pendant 5000 ans. C'est souvent la destruction qui a préservé. Les grandes archives de Nippur, d'Ur, de Lagash, de Girsu
ont survécu précisément parce que les villes qui les contenaient en ont brûlé. La catastrophe a été, paradoxalement, le meilleur conservateur. La question de la langue elle-même mérite attention. Le sumérien est une langue isolée. Il n'appartient à aucune famille linguistique connue. Ni sémitique, ni indo-européenne, ni apparentée aux langues des peuples voisins, elle reste sans parenté démontrable avec quelques autres langues humaines documentées. Cette singularité a alimenté de nombreuses spéculations sur l'origine des Sumériens. Les données archéologiques et génétiques disponibles aujourd'hui suggèrent une origine locale et une évolution progressive de la population néolithique de la région, sans rupture démographique majeure correspondant à une invasion ou à une arrivée soudaine d'une population entièrement nouvelle. Les Sumériens sont vraisemblablement issus d'une longue évolution culturelle interne à la plaine mésopotamienne, combinée à des échanges continus avec les populations des régions voisines. Vers 2350 avant notre ère, une transformation politique majeure bouleverse la Mésopotamie. Sargon d'Akkad, dont l'historicité est attestée, même si sa biographie légendaire est largement mythifiée dans les textes ultérieurs, crée le premier empire territorial documenté de l'histoire, unifiant sous une autorité unique un espace qui comprend les cités sumériennes du sud et les régions akkadophones du nord. L'akkadien, langue sémitique, devient progressivement la langue de l'administration et de la diplomatie, sans effacer immédiatement le sumérien, qui continue d'être utilisé comme langue liturgique et littéraire pendant encore près de 2 millénaires. Cette cohabitation linguistique produit une tradition bilingue d'une richesse exceptionnelle dans laquelle les textes sumériens sont traduits, commentés et réinterprétés en akkadien, et vice-versa. C'est dans ce contexte de transmission bilingue d'écoles scribales, de traditions orales mises par écrit et d'accumulation progressive d'un corpus canonique que naissent les textes qui nous occupent, les cosmogonies, les listes royales, les récits de déluge et les passages décrivant les Anunnaki. Comprendre ces textes comme des enregistrements bruts d'événements historiques ou de vérités cosmiques serait méconnaître la nature même de leur production. Ils sont des constructions culturelles d'une grande sophistication, portant les traces de leur contexte institutionnel, de leurs audiences attendues et des choix interprétatifs de générations de scribes successifs. Le corpus cosmogonique sumérien et akkadien est vaste, fragmentaire et profondément hétérogène. Il n'existe pas un seul texte de création sumérien, comparable à la Genèse biblique dans sa position canonique unique, mais plusieurs traditions partiellement convergentes et partiellement contradictoires, dont les relations mutuelles font encore l'objet de débats entre spécialistes. Parmi les textes les plus importants figure l'Enuma Elish, une composition akkadienne dont la version la plus complète date de l'époque néo-babylonienne, autour du premier millénaire avant notre ère, bien que ses racines soient probablement plus anciennes. Le mythe d'Atrahasis, qui offre une version de la création de l'humanité et du déluge, et des hymnes et prières sumériens plus anciens qui décrivent l'état du monde avant l'intervention divine. L'Enuma Elish commence par une description de l'état primordial du cosmos, une indifférenciation initiale entre les eaux douces représentées par Apsu et les eaux salées représentées par Tiamat. Avant tout ce qui existe, avant que les noms des dieux aient été prononcés et que leur destinée ait été fixée, le monde n'est que cet entrelacement primordial de deux types d'eau. Cette vision cosmogonique est profondément liée à la réalité géographique de la Mésopotamie méridionale, où les eaux douces des fleuves se mêlent aux eaux salées du golfe Persique dans une zone de marée et d'estuaire qui constituait, pour les Sumériens, une zone frontière entre le monde ordonné et le chaos originel. La cosmologie naît du paysage. Ce point est essentiel. Les textes cosmogoniques sumériens et babyloniens ne décrivent pas un univers abstrait et universel. Ils décrivent un cosmos dont la géographie symbolique est calquée sur la géographie physique de la plaine mésopotamienne. Le ciel est en haut, l'eau douce souterraine, l'Abzu ou Apsu, est en bas. Et entre les deux s'étend la surface terrestre habitée par les humains et gouvernée par les dieux. Cette structure verticale tripartite, ciel, terre, monde inférieur, est une constante de la pensée mésopotamienne, qui se retrouve dans des textes de périodes et de genres très différents. Les Anunnaki apparaissent dans ce cadre comme un groupe de divinités majeures dont la fonction et la hiérarchie varient selon les textes et les époques. Dans les textes sumériens les plus anciens, le terme Anunnaki, dont l'étymologie est débattue, mais qui pourrait signifier approximativement les principes célestes de la Terre ou les enfants d'An,
désigne un collectif de grandes divinités associées Potitionnai aux décisions cosmiques fondamentales. Ils siègent dans des assemblées divines, délibèrent en temps sur le sort des humains et des rois et incarnent l'autorité collective du Panthéon. Leur nombre varie, 50 dans certains textes, 600 dans d'autres, 7 dans certaines traditions astrales. Cette variabilité numérique indique qu'il ne s'agit pas d'une liste fixe et précise de personnages individuels, mais d'une catégorie conceptuelle dont les contours s'ajustent selon les besoins du contexte textuel. Le mythe d'Atrahasis, dont le nom signifie « l'extrêmement sage », offre une version particulièrement développée de la création de l'humanité dans laquelle les Anunnaki jouent un rôle central, quoique différent de ce que les interprétations populaires contemporaines en font. Dans ce récit, les dieux sont divisés en deux groupes. Les Anunnaki, dieux supérieurs, et les Igigi, dieux inférieurs contraints aux travaux pénibles, creusement des canaux, terrassement, travaux agricoles. Après un temps indéfini de labeur, les Igigi se révoltent. Pour résoudre ce conflit interne au monde divin, les grands dieux décident de créer l'humanité afin qu'elle assume à sa place le travail que les dieux inférieurs refusent désormais d'accomplir. L'être humain est créé à partir d'argile mélangée au sang d'un dieu sacrifié pour servir de substitut aux Igigi épuisés. Cette structure narrative est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, elle place la création humaine dans un contexte de résolution de crise sociale divine, non comme acte d'amour ou de générosité, mais comme solution pragmatique à un problème de gestion de la main-d'œuvre divine. Ensuite, elle articule de manière explicite le travail agricole et hydraulique, creusement de canaux, irrigation, production céréalière, avec la condition fondamentale de l'humanité. L'être humain est défini par son travail, et ce travail est spécifiquement celui que la société sumérienne considère comme constitutif de la civilisation, la transformation du sol naturel en espace agricole productif. La mythologie reflète et légitime une réalité sociale et économique concrète. Certains passages du mythe d'Atrahasis et d'autres textes cunéiformes ont été lus au cours des dernières décennies comme des descriptions codées d'interventions extraterrestres. La création d'une humanité de service par des êtres venus d'ailleurs, le mélange génétique entre divinité et humain, la mise au travail d'une espèce nouvellement créée. Cette lecture, popularisée notamment par Zecharia Sitchin à partir des années 1970, repose sur une série de choix de traduction et d'interprétation qui s'écartent radicalement du consensus philologique établi. Les termes sumériens traduits par Sitchin comme planète Nibiru, voyage spatial ou manipulation génétique ont des sens clairement établis dans le contexte des textes mésopotamiens. Nibiru est un terme astronomique désignant probablement Jupiter ou un point équinoxial, et les descriptions de création font référence à des processus symboliques de modelage en argile correspondant à des représentations culturellement codées de la naissance. Les spécialistes du cunéiforme, philologues, assyriologues, archéologues, qui ont examiné les traductions de Sitchin, ont systématiquement identifié des erreurs de lecture, des anachronismes interprétatifs et des décontextualisations qui invalident ces conclusions. Il ne s'agit pas d'une question d'opinion ou de perspective. Les tablettes cunéiformes sont des documents dans une langue que des milliers de chercheurs peuvent lire, comparer et analyser. Les dictionnaires de sumérien et d'acadien, le Sumerian Lexicon de Halloran, le Pennsylvanian Sumerian Dictionary, le Chicago Assyrian Dictionary, constituent des outils de référence élaborés sur la base de dizaines de milliers de textes. L'interprétation extraterrestre des textes mésopotamiens ne résiste pas à un examen philologique rigoureux. Cela ne signifie pas que ces textes sont sans profondeur ou sans mystère. Leur richesse est réelle, leur complexité est considérable, et de nombreux passages restent sujets à des interprétations divergentes entre spécialistes. Mais ces zones d'incertitude concernent des questions de nuances littéraires, de datation relative, de relations intertextuelles entre compositions différentes, non des questions fondamentales sur la nature des entités décrites. Les Anunnaki des textes sumériens sont des divinités dans le sens anthropologique et religieux du terme, des agents surnaturels dotés d'une volonté et d'un pouvoir, construits culturellement pour rendre intelligibles les forces qui gouvernent le cosmos tel que les Sumériens le comprenaient. L'étymologie du terme Anunnaki est en elle-même un terrain d'analyse qui révèle beaucoup sur la nature de ces divinités et sur les projections dont elles ont été l'objet. En sumérien, le terme se décompose généralement en An, Stye, Sumdesi,
Ciel ou le dieu du ciel est une terminaison dont l'interprétation varie. Certains philologues lisent qui en terre et proposent la traduction ceux du ciel et de la terre ou dans un principe du ciel sur la terre. D'autres analysent la terminaison naki comme un suffixe de collectif ou une désinence possessive, aboutissant à ascendant parenta an, descendant d'An ou progéniture du ciel. Cette ambiguïté étymologique n'est pas résolue avec une certitude absolue, mais elle oriente vers une signification fondamentalement cosmologique. Ces êtres appartiennent à la sphère céleste, sont liés au Dieu suprême An, et exercent leur influence sur le monde terrestre. Dans les textes sumériens les plus anciens, ceux de la période Jemdet Nasr et du dynastique archaïque entre 3100 et 2350 avant notre ère, les Anunnaki apparaissent rarement comme des individus distincts. Ils fonctionnent davantage comme un collectif diffus, une assemblée divine dont le rôle est de témoigner et de valider les grandes décisions cosmiques. Ils sont mentionnés dans des contextes rituels, dans des hymnes aux dieux majeurs et dans des textes qui décrivent l'installation de la royauté sur Terre comme un acte délibéré de cette assemblée. La liste royale sumérienne, un document exceptionnel qui prétend établir la succession des rois depuis un temps immémorial, affirme que la royauté descendit du ciel avant que les humains ne la reçoivent. Les Anunnaki sont implicitement présents dans ce transfert d'autorité du domaine céleste vers le domaine terrestre. Au fil du temps, et particulièrement dans les textes akkadiens et babyloniens du 2e et 1er millénaire avant notre ère, la distinction entre Anunnaki et Igigi se précise et se systématise. Les Anunnaki deviennent plus clairement associés au monde inférieur, le monde des morts, l'Irkala, tandis que les Igigi occupent davantage la sphère céleste. Dans le mythe de la descente d'Inanna aux enfers, les 7 juges des enfers sont parfois identifiés aux Anunnaki. Cette évolution sémantique est significative. Le même terme désigne, selon les périodes et les textes, tantôt les grandes divinités célestes, tantôt les juges infernaux, tantôt l'ensemble du panthéon divin supérieur. Cette plasticité terminologique est caractéristique des traditions religieuses de longue durée, dans lesquelles les concepts évoluent fusionnent et se redéfinissent au fil des siècles. L'interprétation contemporaine la plus populaire, celle qui lie dans les Anunnaki des visiteurs extraterrestres venus de la planète Nibiru pour exploiter l'humanité comme main-d'œuvre minière, s'appuie principalement sur les travaux de Zecharia Sitchin, publiés entre 1976 et les années 2000, dans une série de volumes intitulés The Earth Chronicles. Sitchin, journaliste et auteur autodidacte, prétendait avoir accès à des connaissances en cunéiforme qui lui permettaient de lire les textes sumériens d'une manière que les assyriologues universitaires auraient un temps délibérément ignoré ou refusé. Cette rhétorique de la connaissance cachée et de la suppression intentionnelle de la vérité est une structure argumentative récurrente dans les productions pseudo-archéologiques, et elle mérite d'être analysée comme telle. Les assyriologues qui ont examiné les traductions de Sitchin, notamment Michael Heiser, qui a consacré plusieurs études détaillées à cet examen, ont documenté de manière systématique les erreurs de sa méthode. Sitchin sélectionne des passages isolés de leur contexte, choisis parmi plusieurs traductions possibles, celles qui confirment sa thèse préexistante, ignore les travaux lexicographiques établis et interprète des métaphores littéraires comme des descriptions littérales de technologies physiques. Le terme sumérien par exemple, qui désigne dans les textes les attributs divins de la civilisation, royauté, art, rite, vérité, descente aux enfers, est interprété par Sitchin comme une référence à des instruments technologiques avancés. Cette lecture s'oppose frontalement à l'ensemble de la tradition philologique. Il est cependant intellectuellement utile de se demander pourquoi cette interprétation a connu et continue de connaître une telle diffusion. La réponse n'est pas à chercher dans les textes eux-mêmes, mais dans le contexte culturel contemporain qui les reçoit. La deuxième moitié du XXe siècle voit simultanément l'émergence de la conquête spatiale réelle, Apollo, les premières images de la Terre depuis l'espace, et une fascination croissante pour les civilisations anciennes dont les réalisations semblent défier les capacités techniques que les archéologues leur attribuent. Les pyramides Stonehenge, Tiwanaku, les lignes de Nazca deviennent des arguments dans un discours qui refuse d'attribuer à des humains ordinaires la capacité de produire de telles œuvres. L'hypothèse extraterrestre comble ce que certains perçoivent comme un vide explicatif.
Ce vide était pourtant largement construit. Les archéologues et les historiens disposent de preuves abondantes que les grandes constructions de l'Antiquité résultent de l'organisation sociale, de la spécialisation technique et de l'accumulation de savoir-faire sur de longues durées, non d'une assistance technologique externe. Les chantiers de construction égyptiens, pour ne prendre que cet exemple, sont documentés par des archives administratives, des graffitis d'ouvriers, des traces d'outils, des carrières identifiées, des voies de transport. L'hypothèse d'une intervention extraterrestre n'est pas nécessaire pour expliquer ces réalisations, et elle n'est soutenue par aucune preuve physique indépendante des textes que ses partisans prétendent leur lire d'une manière que nul autre spécialiste ne valide. Le terme Anunnaki, dans les textes sumériens, fonctionne donc comme un marqueur d'autorité divine collective, dont le contenu précis évolue selon les périodes, les genres textuels et les contextes rituels. Il n'est pas un nom propre univoque désignant une race d'êtres spatiaux identifiables, mais une catégorie théologique dont la définition est flexible et dont l'usage est codifié par des conventions littéraires et rituelles complexes. Lire ces textes sans passer par la philologie et l'archéologie comparée, sans situer chaque passage dans son contexte de production, de circulation et de réception, conduit inévitablement à des malentendus fondamentaux sur leur nature et leur signification. La Mésopotamie ancienne n'est pas un environnement statique. Entre le 6e et le 1er millénaire avant notre ère, la région connaît des transformations climatiques, hydrologiques et écologiques considérables, qui influencent directement le cours des civilisations qui s'y développent. Comprendre ces transformations est essentiel non seulement pour saisir les conditions matérielles dans lesquelles les Sumériens ont vécu, mais aussi pour interpréter certains des récits mythologiques les plus persistants de leur tradition, notamment les récits de déluge qui ont marqué durablement l'imaginaire de nombreuses civilisations ultérieures. Au cours de la période Holocène, qui commence approximativement il y a 12 000 ans avec la fin de la dernière glaciation, le niveau des mers monte de manière significative à l'échelle mondiale, de l'ordre de 120 mètres entre le maximum glaciaire et le niveau actuel. Ce mouvement global affecte directement le golfe Persique, dont le rivage se déplace progressivement vers le nord au cours du 6e et du 5e millénaire avant notre ère. Des zones aujourd'hui submergées au fond du golfe étaient alors des terres émergées, et des sites humains préhistoriques ont vraisemblablement existé dans ces zones actuellement inaccessibles. Cette réalité géologique, des terres disparues sous les eaux au cours de la préhistoire humaine, constitue l'une des explications les plus solides pour comprendre d'où peuvent venir certains souvenirs culturels de catastrophes aquatiques. Les crues du Tigre et de l'Euphrate constituent un autre facteur environnemental déterminant. Contrairement au Nil, dont la crue annuelle est prévisible dans son calendrier et généralement contrôlable dans ses effets, les fleuves mésopotamiens sont sujets à des crues violentes et imprévisibles, provoquées par la fonte des neiges anatoliennes combinées aux pluies de printanières. Ces crues peuvent être catastrophiques. Elles détruisent des villages entiers, noient des cultures en pleine croissance et remodèlent le tracé des fleuves sur des dizaines de kilomètres. Les couches de limon stériles identifiées dans certains sites archéologiques sumériens, notamment à Ur, où Leonard Woolley croyait avoir trouvé dans les années 1920 la preuve stratigraphique du déluge biblique, témoignent d'inondations locales majeures, même si elles ne peuvent pas être interprétées comme la trace d'un déluge universel. La mémoire des inondations catastrophiques est profondément ancrée dans la culture mésopotamienne. Le récit du déluge apparaît dans plusieurs textes cunéiformes indépendants. Le plus ancien fragment connu, la tablette de Nippur, qui date d'environ 1600 avant notre ère, mais dont le contenu est vraisemblablement plus ancien, raconte comment un roi prêtre nommé Ziusudra reçoit des dieux l'avertissement d'un déluge imminent et construit un bateau pour sauver les semences de l'humanité et les animaux. La structure narrative est identique à celle du déluge d'Atrahasis et à celle du déluge de Gilgamesh, qui est elle-même très proche du déluge noachique de la Bible hébraïque. Cette convergence n'est pas une coïncidence. La tradition biblique est en partie héritière de la tradition mésopotamienne, transmise par des voies culturelles que l'archéologie et la philologie permettent de documenter. L'identification précise de l'événement ou des événements réels qui ont pu inspirer ces récits reste une question ouverte. Plusieurs hypothèses sont débattues. La montée des eaux du golfe Persique à l'Holocène est une possibilité. Une ou plusieurs crues catastrophiques régionales constituent une autre option.
Certains chercheurs ont évoqué un événement de remplissage rapide de la mer Noire, hypothèse proposée par William Ryan et Walter Pitman dans les années 1990, bien que cette théorie reste contestée dans ses détails chronologiques et dans sa pertinence directe pour les traditions mésopotamiennes. Ce qui est certain, c'est que la plaine mésopotamienne est un environnement où les catastrophes aquatiques font partie de l'expérience collective, et que cette expérience a nourri une tradition narrative dont les échos se retrouvent dans plusieurs traditions culturelles du Proche-Orient ancien. La salinisation progressive des sols constitue un autre facteur environnemental crucial, souvent sous-estimé dans les récits de déclin des cités sumériennes. L'irrigation intensive, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un drainage suffisant, provoque une accumulation de sel dans les couches superficielles du sol. Ce phénomène, bien documenté par les palynologues et les archéologues environnementaux qui ont analysé les carottages de sédiments de la région, a progressivement réduit la productivité agricole des terres du sud de la Mésopotamie au cours du IIIe et du IIe millénaire avant notre ère. Les textes administratifs sumériens eux-mêmes enregistrent cette dégradation. Les rapports de rendement agricole montrent une diminution progressive de la production céréalière sur plusieurs siècles. La chute des rendements agricoles fragilise les structures économiques des cités tasso-sumériennes et contribue à expliquer leur vulnérabilité croissante face aux pressions extérieures. Le changement climatique à l'échelle régionale joue également un rôle. Des études paléoclimatiques fondée sur l'analyse des sédiments lacustres, des carottes glaciaires et des enregistrements polyniques, indique qu'une phase de relative aridité frappe le Proche-Orient entre 1200 et 1900 avant notre ère environ, une période connue sous le nom d'événement 4,2 kBP. Cette phase aride coïncide avec la chute de l'empire d'Akkad, vers 2154 avant notre ère, et avec des perturbations généralisées dans plusieurs autres civilisations de l'époque, de l'Égypte à la vallée de l'Indus. Le lien de causalité entre stress climatique et effondrement politique est complexe. Il implique des chaînes de médiation sociale, économique et militaire, mais la corrélation chronologique est suffisamment robuste pour mériter d'être prise au sérieux. Ces réalités environnementales, montée des eaux, crues catastrophiques, salinisation, aridification, ne sont pas des arrière-plans passifs de l'histoire sumérienne. Elles en sont des acteurs à part entière. Elles informent les cosmogonies, elles nourrissent les récits de catastrophes, elles expliquent des choix politiques et agricoles qui autrement sembleraient arbitraires. Elles rappellent aussi que les civilisations ne disparaissent pas parce que des forces mystérieuses les abandonnent ou les punissent, mais parce qu'elles évoluent dans un environnement physique dont elles dépendent et dont les transformations dépassent souvent leur capacité d'adaptation. Lire les textes sumériens à la lumière de leur environnement physique ne les appauvrit pas. Cela les enrichit d'une dimension de réalité concrète qui explique pourquoi ces textes ont eu la force et la persistance qu'ils ont eues. Les mythes d'eau, de création et de destruction ne sont pas des inventions abstraites. Ils sont des réponses culturelles à des expériences réelles, mises en forme par des traditions symboliques d'une grande sophistication. La cité-État sumérienne, le nom sumérien est Uru, qui désigne à la fois la ville et son territoire agricole dépendant, constitue l'unité politique fondamentale de la Mésopotamie du Sud au cours du IIIe millénaire avant notre ère. Ces entités politiques ne sont pas des États au sens moderne du terme. Il n'existe pas de frontières linéaires fixement établies, pas de bureaucratie d'État au sens weberien, pas de monopole unifié de la violence légitime sur un territoire clairement délimité. La cité-État sumérienne est plutôt un réseau de relations entre un centre urbain, son territoire agricole immédiat, ses populations dépendantes, et un ensemble d'institutions, le palais et le temple, qui se partagent, souvent en concurrence, le contrôle des ressources et l'exercice de l'autorité. Le temple est l'institution centrale de la cité-État sumérienne dans ses phases les plus anciennes. Il n'est pas seulement un lieu de culte au sens contemporain du terme, c'est un complexe économique intégré qui contrôle des terres agricoles, emploie des artisans, stocke des céréales, gère des troupeaux, redistribue des rations à des dépendants et entretient des réseaux d'échanges commerciaux à longue distance. Les premières tablettes comptables d'Uruk sont précisément des archives de ces activités économiques templières. Le dieu de la cité, Inanna à Uruk, Nanna à Ur, Enlil à Nippur, Enki à Eridu, est le propriétaire théorique de l'ensemble des terres et des ressources de la cité.
Les prêtres, les administrateurs et les travailleurs qui font fonctionner le temple agissent en qualité de gestionnaires de la propriété divine. Cette conception théocratique de la propriété foncière a des conséquences importantes pour comprendre le rôle des Anunnaki dans les textes sumériens. Lorsque ces textes décrivent les grandes divinités comme les maîtres du cosmos et les dispensateurs des conditions de la vie humaine, eau, céréales, troupeaux, techniques, ils ne font pas que raconter un mythe cosmologique abstrait. Ils légitiment un ordre socio-économique dans lequel le temple contrôle les ressources fondamentales au nom du Dieu, et dans lequel la hiérarchie divine reflète et sacralise la hiérarchie humaine. Le roi reçoit sa légitimité des dieux, souvent dans des textes qui le décrivent littéralement comme l'élu d'Inanna, le berger désigné par Enlil, ou l'instrument de la volonté d'An, et exerce son pouvoir comme vice-gérant du divin sur la terre. La liste royale sumérienne, composée vers 2100 avant notre ère environ, cristallise cette vision de la royauté dans un texte d'une importance exceptionnelle. Elle présente une succession linéaire de rois depuis un temps primordial, avant le déluge, jusqu'aux dynasties historiquement attestées. Avant le déluge, les règnes sont astronomiquement longs, de 20 000 à 36 000 ans pour certains rois légendaires. Après le déluge, les règnes raccourcissent progressivement pour atteindre des durées humainement plausibles. Cette structure narrative n'est pas une tentative de transcription historique naïve, c'est un dispositif rhétorique qui ancre la légitimité de la royauté dans un temps immémorial antérieur à toute mémoire humaine, et qui présente l'histoire comme un processus de condensation progressive du temps divin en temps humain. Les règnes extraordinairement longs des rois antédiluviens ont alimenté des interprétations extraordinaires. Certains lecteurs contemporains y voient la preuve d'une longévité biologique exceptionnelle liée à une hybridation génétique entre humains et extraterrestres. Cette lecture ignore la fonction rhétorique et symbolique des chiffres dans les traditions mésopotamiennes. Les mathématiques sexagésimales sumériennes, qui utilisent une base 60, permettent de produire des séquences numériques qui ont des significations symboliques liées à des cycles astronomiques. Les durées de règne des rois antédiluviens correspondent dans plusieurs cas à des multiples significatifs de cycles astronomiques connus. Cycle solaire, cycle lunaire, cycle de la grande année. Ce ne sont pas des durées calendaires réelles, ce sont des expressions numériques d'une temporalité mythique dans laquelle le divin et l'humain coexistent encore sans séparation nette. La transition entre le régime de temple dominant et l'émergence d'un pouvoir royal plus autonome, le Lugal, grand homme, le roi, est un processus graduel qui s'étend sur plusieurs siècles et qui n'est pas uniforme entre les différentes cités. À Lagash, les archives du temple de Baba documentent une économie templière d'une complexité remarquable pendant le dynastique archaïque tardif. À Uruk, le personnage du roi prêtre, souvent représenté sur des monuments iconographiques conduisant des rites et menant des guerres, semble combiner dès une époque très ancienne les fonctions royales et sacerdotales. À Ur, les tombes royales fouillées par Woolley dans les années 1920 à 1930 révèlent un pouvoir royal d'une richesse matérielle spectaculaire, associée à des pratiques funéraires, dont des sépultures accompagnées de dizaines de victimes humaines sacrifiées, qui témoignent d'une conception du roi comme être à la frontière du divin et de l'humain. Cette frontière poreuse entre royauté et divinité est une caractéristique fondamentale de la pensée politique sumérienne. Le roi n'est pas un dieu, mais il est plus proche des dieux que tout autre humain. Il est désigné par les dieux, protégé par eux, et ses victoires militaires sont interprétées comme des victoires divines. Ces défaites, inversement, signalent un retrait de la faveur divine, ce que les textes de lamentation appelleront l'abandon de la cité par son dieu tutélaire. La cité de Ur, détruite par les Élamites vers 2004 avant notre ère, inspire un cycle de lamentation d'une beauté littéraire remarquable qui décrit le départ des divinités protectrices comme condition préalable de la catastrophe humaine. La politique est inséparable de la théologie. Comprendre cette imbrication du politique et du religieux est indispensable pour interpréter correctement les textes qui décrivent les Anunnaki comme des décideurs cosmiques. Leurs assemblées divines, leurs délibérations sur le destin des humains et des cités, leurs interventions dans les affaires terrestres, tout cela est un reflet mythologisé de l'organisation politique réelle des cités-États sumériennes, dans lesquelles l'autorité procède d'une légitimité sacrée. Les décisions importantes sont présentées comme révélées plutôt que délibérées.
et la hiérarchie sociale est naturalisée par son inscription dans un ordre cosmique présenté comme éternel. L'archéologie de la Mésopotamie ancienne est une discipline remarquablement productive, mais elle reste profondément incomplète. Sur les milliers de sites archéologiques identifiés en Irak, le pays qui recouvre l'essentiel de l'ancienne Mésopotamie, une fraction mineure a fait l'objet de fouilles systématiques. Les décennies de conflits armés qui ont affecté l'Irak depuis les années 1980, et particulièrement les guerres de 1991 et 2003, ainsi que l'occupation djihadiste de vastes territoires entre 2013 et 2017, ont gravement perturbé la recherche archéologique et provoqué des destructions irréparables sur de nombreux sites. La base de données archéologiques disponible, bien que considérable, ne représente qu'une fraction de ce qui a existé. Cette incomplétude est un fait à la fois banal, toute discipline historique travaille avec des données fragmentaires, et significatif, car elle crée des espaces que l'imagination peut remplir. Les lacunes du registre archéologique sont souvent présentées dans les récits pseudo-archéologiques comme des preuves d'une dissimulation ou d'un effacement délibéré. Cette logique est circulaire. L'absence de preuve devient, dans ce cadre argumentatif, une preuve de l'absence intentionnelle de preuve. Il est plus productif d'identifier les causes réelles de ces lacunes et d'évaluer honnêtement ce qu'elles permettent ou ne permettent pas d'affirmer. La période antérieure à l'écriture, et donc à toute documentation textuelle directe, est la plus lacunaire. Les cultures néolithiques et chalcolithiques de la plaine mésopotamienne sont connues principalement par la céramique, l'architecture et les outils en pierre. La culture de Hassuna, au nord, vers 6000 avant notre ère, est documentée par des séquences de poterie caractéristiques. La culture de Samarra, légèrement postérieure, révèle des pratiques agricoles élaborées. La culture de Halaf, entre 6000 et 5000, 300 avant notre ère, produit une céramique peinte d'une qualité remarquable sur un vaste territoire allant de la Syrie au nord de l'Irak actuel. Ces cultures préhistoriques sont les ancêtres directs des populations qui fondent les premières cités sumériennes, mais le lien entre elles et la tradition sumérienne historique reste partiellement obscur dans ses détails. La période qui précède immédiatement l'invention de l'écriture, grossièrement le 4e millénaire avant notre ère, correspondant à la période d'Uruk, est paradoxalement l'une des mieux documentées sur le plan architectural et iconographique, grâce aux fouilles d'Uruk elle-même et de plusieurs autres sites de la même période. Les monuments de la zone Eana d'Uruk, temples à gradins, colonnes à mosaïques, salles hypostyles, témoignent d'une capacité d'organisation du travail et d'une maîtrise technique considérable. Les sceaux cylindres de la période d'Uruk constituent une source iconographique d'une richesse exceptionnelle, représentant des scènes de rituels, de processions, de gestion de troupeaux et de combats, dans un style formel d'une cohérence remarquable. C'est dans cette période d'Uruk que certains chercheurs non conventionnels situent l'apogée de la présence Anunnaki sur Terre. Cette affirmation n'est soutenue par aucune donnée archéologique ou textuelle spécifique. Les sites de la période d'Uruk montrent une organisation sociale complexe et une production matérielle élaborée, ce qui est exactement ce que l'on attendrait d'une société humaine en voie d'urbanisation, sans qu'aucune anomalie inexplicable n'impose l'hypothèse d'une intervention externe. Les fouilles d'Uruk elles-mêmes ont produit des milliers de tablettes proto-cunéiformes, des dizaines de milliers de sceaux et d'empreintes de sceaux, et une stratigraphie architecturale d'une complexité extraordinaire. Autant d'éléments qui s'inscrivent dans une continuité culturelle interne parfaitement intelligible. L'un des domaines où les lacunes archéologiques sont les plus importantes et les plus significatives concerne le registre biologique humain. Les analyses génétiques de populations anciennes, un domaine en expansion rapide depuis le développement de l'ADN ancien, ont commencé à éclairer les histoires migratoires et les structures démographiques de nombreuses régions du monde. Pour la Mésopotamie, ce domaine reste encore partiellement développé, en partie à cause des mauvaises conditions de conservation de l'ADN dans les sols chauds et alcalins de la plaine alluviale, et en partie à cause des difficultés d'accès aux sites. Les données disponibles indiquent une continuité démographique générale avec les populations néolithiques locales sans signature génétique qui indiquerait un apport massif d'une population génétiquement distincte à l'époque de l'émergence des premières cités. Les lacunes textuelles sont également importantes. Sur les centaines de milliers de tablettes cunéiformes estimées encore enfouies dans les tels mésopotamiens,
Une fraction seulement a été fouillée et publiée. Les tablettes connues ne représentent qu'un échantillon du corpus total, et cet échantillon est lui-même biaisé par les conditions des fouilles, souvent concentré sur les bâtiments monumentaux et les archives officielles, au détriment des contextes domestiques et des pratiques populaires. Les textes que nous connaissons sont principalement des textes d'élite, hymnes officiels, listes royales, traités astronomiques, archives palatiales. La tradition religieuse et mythologique populaire, celle qui circulait oralement dans les couches non lettrées de la société, nous échappe presque entièrement. Ces lacunes sont réelles, mais elles ont des limites précises. Elles ne permettent pas d'affirmer qu'une tradition textuelle radicalement différente de celle que nous connaissons, une tradition qui décrirait explicitement des visites spatiales ou des technologies avancées, a existé et a été perdue ou supprimée. L'ensemble des textes cunéiformes connus, qui couvre une période de plus de 3000 ans et provient de dizaines de sites différents, présente une cohérence interne remarquable dans son système cosmologique, sa terminologie théologique et ses structures narratives. Cette cohérence ne laisse pas de place vraisemblable pour une tradition parallèle radicalement différente qui aurait entièrement disparu. L'honnêteté intellectuelle exige de maintenir cette distinction fondamentale. D'un côté, les incertitudes réelles que l'archéologie reconnaît et s'efforce de réduire. De l'autre, les zones d'incertitude construites ou exagérées pour ouvrir un espace à des affirmations non vérifiées. Les premières sont le moteur légitime de la recherche scientifique. Les secondes sont un outil rhétorique qui transforme l'ignorance en argument. La rigueur intellectuelle consiste à tracer cette frontière avec soin et à ne pas confondre « nous ne savons pas encore » avec « iplakele ». Il pourrait donc s'être passé n'importe quoi. L'une des observations les plus frappantes pour quiconque étudie les mythologies du Proche-Orient ancien est la convergence de nombreux motifs entre des traditions culturellement distinctes. Déluge universel, Dieu créateur façonnant l'humanité à partir d'argile ou de terre, arbre de vie et de connaissance, descentes aux enfers, rivalité fraternelle divine, roi prêtre désigné par le ciel. Ces thèmes se retrouvent, avec des variations significatives, dans des traditions sumériennes, égyptiennes, cananéennes, hébraïques, hittites, et plus loin encore dans les traditions védiques de l'Inde et dans certains aspects des mythologies grecques et iraniennes. Ces convergences soulèvent une question légitime. Comment expliquer ces parallèles ? Deux types de réponses sont possibles et elles ne s'excluent mais pas mutuellement. La première est d'historique. Les similitudes résultent de contacts culturels réels, d'échanges de traditions, de migrations de populations et d'influences mutuelles documentables. La seconde est structuraliste. Certains motifs mythiques répondent à des besoins psychologiques et sociaux universels. Expliquer l'origine du monde, justifier l'ordre social, donner sens à la mort et à la souffrance, et des événements de Kettiorelle Estulance il Eprar et émergent de manière convergente dans des cultures indépendantes confrontées au management jetant et avortées aux mêmes questions fondamentales. Dans le cas des parallèles entre traditions mésopotamiennes et hébraïques, l'explication historique est la plus directement pertinente. Les textes hébraïques, dans leur forme rédigée, datent en grande partie de la période de la monarchie israélite et surtout de l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. Les Hébreux déportés à Babylone ont eu un accès direct aux traditions littéraires babyloniennes, elles-mêmes héritières des traditions sumériennes plus anciennes. Des parallèles structurels entre le récit de création de la Genèse et l'Enuma Elish, entre le déluge noachique et le déluge d'Atrahasis, entre le jardin d'Éden et des descriptions sumériennes d'un jardin divin, s'expliquent parfaitement par cet contact culturel direct. Il ne s'agit pas de plagiat, mais d'adaptation créative, un processus d'appropriation et de remodelage d'éléments culturels circulants qui est universel dans l'histoire des traditions littéraires. Le motif du déluge est peut-être le plus frappant par sa distribution géographique. On le trouve non seulement en Mésopotamie et dans la Bible hébraïque, mais aussi dans des traditions grecques, le déluge de Deucalion, dans des traditions hindoues, l'histoire de Manu dans des traditions amérindiennes, et dans de nombreuses autres cultures à travers le monde. Cette distribution mondiale a alimenté des théories d'un déluge universel réel, parfois associé à l'activité des Anunnaki dans les interprétations populaires contemporaines. Une lecture plus nuancée distingue plusieurs catégories.
les traditions qui partagent un ancêtre commun identifiable à travers des filières de transmission culturelle documentée, les traditions qui résultent de convergences vers un motif narratif universellement disponible pour parler de catastrophes et de recommencement, et les traditions qui reflètent des expériences locales réelles d'inondations catastrophiques. Les traditions hittites, provenant de l'Anatolie centrale et datant principalement du 2e millénaire avant notre ère, offrent un autre exemple fascinant de parallélisme mythologique. Le mythe hittite de Kumarbi, dans lequel le dieu du ciel est renversé par un dieu plus jeune, qui est à son tour menacé par une progéniture monstrueuse, présente des similitudes structurelles remarquables avec la théogonie d'Hésiode, composée des siècles plus tard dans un contexte grec. Ces parallèles indiquent des voies de transmission culturelle entre l'Anatolie et le monde égéen, vraisemblablement par les populations phrygiennes et d'autres peuples intermédiaires. Ils témoignent de la circulation des traditions mythologiques à travers des réseaux d'échanges culturels dans l'Antiquité, non d'une source extraterrestre commune, mais d'une connectivité humaine réelle. Les traditions védiques de l'Inde ancienne présentent des parallèles plus complexes à interpréter. Les Devas et les Asuras du panthéon védique, deux groupes de divinités en conflit perpétuel, ont été comparés aux Anunnaki et aux Igigi sumériens, et certains auteurs ont proposé une origine commune dans une hypothétique civilisation préhistorique mondiale. La méthode comparative rigoureuse indique plutôt une parenté indo-européenne. Les Devas védiques et les dieux grecs partagent une origine linguistique commune dans les traditions proto-indo-européennes, et leur relation avec les Asuras s'inscrit dans un modèle dualiste que l'on retrouve sous différentes formes dans plusieurs traditions indo-européennes. Les similitudes avec les traditions mésopotamiennes sont partielles, superficielles, et s'expliquent mieux par la convergence structurelle que par une origine commune. Cette distinction entre parenté historique réelle et convergence structurelle est méthodologiquement cruciale. Les études comparatives du mythe, depuis les travaux fondateurs de Georges Dumézil sur les traditions indo-européennes jusqu'aux analyses structuralistes de Claude Lévi-Strauss, ont développé des outils d'analyse qui permettent encore de différencier ces deux types de similitudes. L'application rigoureuse de ces outils aux traditions mésopotamiennes révèle un tableau complexe, des emprunts historiques documentables dans certains cas, des convergences structurelles dans d'autres, et des originalités spécifiques à chaque tradition qui témoignent de son élaboration dans un contexte culturel particulier. La richesse comparative des traditions cosmogoniques anciennes n'est pas une preuve d'une source commune extraterrestre, elle est une preuve de la connectivité des sociétés humaines de l'Antiquité et de la capacité universelle de l'espèce humaine à construire des récits de sens. Les réseaux commerciaux, les migrations, les conquêtes, les alliances diplomatiques et les échanges artistiques ont tissé entre les civilisations du Proche-Orient ancien, de la Méditerranée et de l'Asie du Sud des liens de transmission culturelle dont les traces sont encore lisibles dans les textes, les iconographies et les pratiques rituelles. Ces liens sont en eux-mêmes une histoire remarquable, plus remarquable d'une certaine manière que n'importe quelle hypothèse d'intervention externe, parce qu'ils témoignent de capacités humaines réelles de créer, de transmettre et de transformer des systèmes de sens à travers le temps et l'espace. La fin de Sumer comme entité culturelle distincte n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus graduel, complexe et partiellement réversible, qui s'étend sur plusieurs siècles et qui ne constitue pas une rupture aussi nette que le terme « disparition » pourrait le suggérer. La culture sumérienne ne disparaît pas, elle se transforme, est absorbée, et continue d'exercer une influence profonde sur les civilisations qui lui succèdent pendant des millénaires. Comprendre ce processus de transition est essentiel pour évaluer correctement ce que les textes sumériens nous disent sur les Anunnaki, et sur ce que leurs auteurs concevaient comme la fin ou la transformation d'un ordre du monde. La conquête akkadienne de Sargon, vers 2334 avant notre ère, est souvent présentée comme un moment de rupture. Elle inaugure en effet une nouvelle période politique dans laquelle le sumérien cesse d'être la langue dominante de l'administration pour partager cette fonction avec l'akkadien. Mais la culture sumérienne ne s'efface pas pour autant. Les rois akkadiens adoptent les traditions religieuses sumériennes, maintiennent le culte des dieux sumériens, continuent d'inscrire des textes en sumérien dans les contextes rituels et se présentent comme les héritiers légitimes des traditions politiques des cités-États sumériennes. La conquête est une transformation, non une destruction.
La période néo-sumérienne de la troisième dynastie de Ur, dite Ur III entre 2112 et 2004 avant notre ère, représente même un moment de renouveau et de standardisation de la culture sumérienne. Sous les règnes d'Ur-Nammu et de Shulgi, l'Empire d'Ur développe une administration bureaucratique d'une sophistication remarquable, produit un corpus de textes littéraires et légaux qui constitue l'un des sommets de la littérature cunéiforme et crée les conditions d'une standardisation du sumérien qui sera transmise aux scribes des siècles suivants comme langue classique. Les ziggourats monumentales construites pendant cette période, dont celle d'Ur, dont les 3 premiers niveaux subsistent encore aujourd'hui, témoignent d'une vitalité architecturale et d'une capacité d'organisation remarquable. La chute de Ur III vers 2004 avant notre ère résulte d'une combinaison de facteurs. Les pressions climatiques déjà mentionnées, l'aridification de la période 4,2 Ka-BP, réduisent les surplus agricoles et fragilisent l'économie de redistribution sur laquelle l'Empire est fondé. Les incursions des Amorites, population semi-nomade parlant une langue sémitique occidentale depuis les marges désertiques de l'Empire, exercent une pression militaire croissante. Les Élamites, à l'est, saisissent l'occasion pour attaquer et mettre fin à la dynastie. La confluence de ces facteurs, stress environnemental, pression migratoire, défis militaires externes, produit un effondrement politique qui n'est pas sans parallèle dans d'autres régions du monde de la même période. Les textes de lamentation qui commémorent la chute de Jur, notamment la lamentation sur la destruction de Ur, sont parmi les textes les plus émouvants de toute la littérature cunéiforme. Ils décrivent en détail la destruction de la ville, l'abandon du temple par la déesse Nama et les autres dieux tutélaires, la déportation des habitants et la désolation des lieux sacrés. La structure théologique de ces lamentations est révélatrice. La catastrophe n'est pas expliquée par des causes matérielles, pas d'élamite dans les textes de lamentation, ou très peu, mais par la décision divine d'abandonner la ville. Les dieux se sont retirés et c'est pour cette raison que la ville est tombée. Cette structure narrative inverse la causalité. Non pas la défaite militaire qui entraîne le retrait divin, mais le retrait divin qui permet la défaite. Cette inversion est un dispositif rhétorique qui préserve la cohérence du système théologique. Si les dieux sont omnipotents et bienveillants envers leur cité, la défaite militaire ne peut pas résulter de leur insuffisance ou de leur indifférence. Elle doit résulter d'une décision délibérée dont les raisons appartiennent au domaine insondable de la volonté divine. Les textes de lamentation ne cherchent pas à comprendre pourquoi les dieux ont abandonné la cité. Ils constatent le fait de cet abandon et expriment le deuil qui en résulte. Cette posture intellectuelle est très différente d'une explication causale de la chute, et elle illustre les limites de ce que les textes mythologiques peuvent en nous dire sur les causes réelles des transformations historiques. La période qui suit la chute d'Ur III voit l'émergence d'une mosaïque de petits royaumes dans laquelle des dynasties amorites s'installent progressivement dans les centres urbains de la plaine mésopotamienne. C'est dans ce contexte que la ville de Babylone commence son ascension vers la domination régionale, un processus qui culmine avec le règne d'Hammurabi vers 1792 à 1750 avant notre ère et l'unification politique de la Mésopotamie méridionale sous son autorité. Le Code d'Hammurabi, une compilation de lois inscrites sur une stèle monumentale, aujourd'hui au Louvre, est l'un des monuments les plus connus de la civilisation mésopotamienne, et il illustre comment les nouvelles dynasties amorites se sont appropriées les traditions juridiques et culturelles sumériennes en les présentant dans un cadre akkadien. Le sumérien continue d'être utilisé après la chute d'Ur III, mais progressivement comme langue morte. Langue de prestige, langue des textes sacrés et des apprentissages scolaires, analogue au latin dans l'Europe médiévale. Les scribes babyloniens apprennent le sumérien comme langue classique, copiant des textes sumériens anciens et produisent des commentaires bilingues. Cette transmission scribale maintient vivant un corpus textuel dont l'akkadien devient progressivement la langue d'accès. Les grands textes cosmogoniques et mythologiques que nous connaissons, l'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh dans sa version standard, sont dans leur forme finale des compositions akkadiens qui portent l'héritage de traditions sumériennes plus anciennes, transformées par des siècles de transmission et d'adaptation. Le registre matériel de la Mésopotamie ancienne est d'une extraordinaire richesse. Au-delà des tablettes cunéiformes, les artisans sumériens et babyloniens ont produit un corpus iconographique considérable. Sceaux cylindres gravés dans la pierre dure, stèles commémoratives sculptées en bas-relief,
Statuettes votives en pierre et en métal, plaques de fondation déposées dans les murs des temples, bijoux et objets de prestige, figurines en terre cuite et revêtements muraux en briques émaillées. Ces objets sont à la fois des sources esthétiques et des documents historiques, porteurs d'informations sur la cosmologie, la ritualité, la hiérarchie sociale et la représentation du divin dans la société qui les a produits. Les sceaux cylindres méritent une attention particulière. Utilisés pour marquer des récipients, des tablettes et des fermetures de portes ou d'entrepôts, ils sont des objets fonctionnels, des équivalents anciens du cachet officiel, mais leur surface gravée constitue une fenêtre exceptionnelle sur l'univers symbolique de leurs utilisateurs. Les scènes représentées sur les sceaux de la période d'Uruk, qui comprennent des personnages masculins conduisant des troupeaux, des scènes d'offrandes et de rituels, des représentations de bateaux et d'animaux, sont généralement interprétées comme des représentations de l'autorité du temple sur les ressources économiques de la cité. Le personnage récurrent désigné comme le prêtre-roi, reconnaissable à sa coiffe caractéristique, à sa barbe et à sa jupe affilée, est présent dans de nombreuses scènes, comme figure centrale de l'ordre rituel et économique. Certaines représentations iconographiques sumériennes ont été interprétées, dans la littérature pseudo-archéologique, comme des représentations d'astronautes, de combinaisons spatiales ou de vaisseaux volants. Ces lectures sélectionnent des détails iconographiques isolés, des coiffures stylisées, des postures particulières, des éléments de costume, et les réinterprètent dans un cadre de référence anachronique qui projette sur des objets anciens des catégories visuelles contemporaines. Cette méthode ignore systématiquement le contexte iconographique dans lequel ces représentations s'inscrivent, les conventions stylistiques de l'époque et la signification que les contemporains de ces objets leur attribuaient, signification qui peut souvent être reconstruite grâce aux textes parallèles. La stèle des vautours, érigée à Lagash vers 2450 avant notre ère et aujourd'hui conservée au Louvre, est l'un des exemples les plus frappants de la représentation du divin dans l'art sumérien. Elle commémore une victoire militaire du roi Eannatum contre la cité rivale d'Umma et représente, sur l'une de ses faces, le dieu Ningirsu tenant dans son filet les ennemis vaincus. La figure divine est représentée à une échelle monumentale par rapport aux figures humaines, convention iconographique qui exprime la hiérarchie entre Dieu et humain, non une différence d'espèce. L'interprétation de cette stèle dans son contexte historique et iconographique ne laisse pas de place à une lecture extraterrestre. Elle s'inscrit dans une tradition de représentation de la victoire divine qui est parfaitement cohérente avec l'ensemble de l'art mésopotamien de la période. Les figures zélées qui apparaissent dans l'art assyrien du premier millénaire avant notre ère, génie ailé, esprit apotropaïque représenté sur les reliefs des palais de Nimrud, Khorsabad et Ninive, ont également été interprétées comme des représentations d'êtres extraterrestres. Ces figures appartiennent à un système iconographique précis, documenté par des textes rituels akkadiens qui décrivent de leur rôle dans la protection des espaces sacrés et des personnes royales. Leur anatomie composite, corps humains, ailes d'aigle, parfois tête d'aigle ou de lion, est caractéristique d'une esthétique du divin qui combine des attributs de différents ordres du réel pour signifier la transcendance. Cette convention est commune à de nombreuses traditions iconographiques du Proche-Orient et de la Méditerranée antique, des sphinx égyptiens aux kéroubim hébraïques. Les représentations dites de disques ailés, un symbole solaire répandu dans l'iconographie du Proche-Orient ancien que l'on retrouve dans l'art assyrien, babylonien, égyptien et achéménide, ont été interprétées comme des représentations de vaisseaux spatiaux. Ce symbole est documenté par des textes qui l'associent explicitement au soleil divin, Shamash en Mésopotamie, Athènes ou Horus Bédéti en Égypte, et à la royauté sacrée. Sa forme stylisée varie selon les périodes et les contextes, mais sa signification cosmologique et royale est constante et clairement documentée. L'interprétation comme vaisseau spatial nécessite d'ignorer cette documentation et de substituer un cadre interprétatif entièrement anachronique. Le registre matériel confirme donc ce que les textes indiquent. La société mésopotamienne ancienne a produit un système cohérent de représentation du divin, de la royauté et du cosmos qui s'explique pleinement dans son propre contexte culturel sans recours à des hypothèses d'intervention externe. Ce registre matériel est aussi un registre de continuité. Les formes iconographiques évoluant lentement sur des siècles, portant des traditions stylistiques transmises par des ateliers d'artisans, des écoles de scribes et des institutions templières.
Cette continuité est précisément ce que l'on attend d'une tradition culturelle endogène, non d'une technologie importée de l'extérieur. Il est important de souligner que la fascination pour ces objets anciens n'est pas en elle-même problématique. Les sceaux-cylindres sumériens sont des chefs-d'œuvre de miniaturisation et de gravure. Les reliefs assyriens sont des monuments de l'art narratif. Les statuettes votives des temples témoignent d'une vie religieuse intense et d'une capacité technique remarquable. Ces objets méritent l'attention et l'admiration, non parce qu'ils cacheraient un secret extraterrestre, mais parce qu'ils témoignent de la sophistication d'une civilisation humaine qui a produit, il y a 5000 ans, certaines des formes artistiques les plus durables de l'histoire. La mémoire de Sumer dans les traditions qui lui succèdent est une mémoire à la fois directe et transformée. Elle est directe dans la mesure où les scribes babyloniens, assyriens et achéménides ont physiquement copié et transmis des textes sumériens, les ont traduits, annotés et commentés. Elle est transformée dans la mesure où cette transmission n'est jamais neutre. Chaque génération de scribes réinterprète, adapte et réorganise le corpus qu'elle reçoit en fonction de ses propres besoins intellectuels, politiques et rituels. La mémoire culturelle n'est pas une archive passive, c'est un processus actif de reconfiguration du passé en fonction du présent. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, constituée au 7e siècle avant notre ère sur l'ordre du roi assyrien du même nom, représente l'un des moments les plus importants de cette transmission consciente. Assurbanipal, qui se vantait, chose inhabituelle pour un roi assyrien, de savoir lire et écrire, envoyait des agents dans les bibliothèques des temples de toute la Mésopotamie pour copier et rassembler des textes jugés importants. La bibliothèque de Ninive contenait, au moment de sa destruction lors de la chute de l'Empire assyrien en 612 avant notre ère, des dizaines de milliers de tablettes couvrant l'astronomie, la divination, la médecine, la mythologie et la littérature. C'est de cette bibliothèque découverte par Austen Henry Layard et ses successeurs au milieu du XIXe siècle que proviennent certains des textes les plus importants de la littérature cunéiforme, dont les tablettes de l'épopée de Gilgamesh et plusieurs fragments cosmogoniques essentiels. Cette découverte au XIXe siècle est elle-même un moment fondateur dans la manière dont les sociétés modernes ont construit leurs relations aux civilisations mésopotamiennes. George Smith, un graveur autodidacte devenu assistant au British Museum, identifie en 1872 dans les tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal un récit de déluge présentant des similitudes frappantes avec le déluge biblique. Sa découverte produit une sensation immédiate dans les milieux savants et religieux victoriens. L'idée que la Bible hébraïque partageait des éléments narratifs avec des traditions beaucoup plus anciennes bouleverse les certitudes de ceux qui considéraient les Écritures comme une révélation unique et sans précédent. Ce moment de rupture dans la réception des textes mésopotamiens est le point de départ d'une longue série de réévaluations de la relation entre les traditions bibliques et leur contexte culturel environnant. La réception des textes sumériens et babyloniens dans les traditions juives tardives et dans le christianisme primitif est un domaine d'étude encore actif. Certains chercheurs ont proposé que des éléments de la cosmologie mésopotamienne, la notion d'un conseil divin, certains attributs talus des anges, des structures narratives de la création, ont été intégrés et transformés dans la littérature juive intertestamentaire et dans les écrits apocryphes. Les Watchers du livre d'Enoch, des êtres célestes qui descendent sur la terre et s'unissent aux femmes humaines, produisant une race de géants, ont souvent été comparés aux Anunnaki et aux Néphilim de la Genèse. Ces parallèles sont réels et documentés dans la recherche académique, mais ils désignent des processus de transmission et de transformation culturelle, non des réalités historiques point de contact entre humains et extraterrestres. La mémoire de Babylone dans la tradition biblique hébraïque est particulièrement complexe. Babylone est à la fois le lieu de l'exil et de la déportation. Une expérience traumatique qui marque profondément la formation de l'identité religieuse juive et un horizon de fascination pour la puissance, la richesse et la sophistication culturelle. Le livre de l'Apocalypse johannique, composé probablement à la fin du 1er siècle de notre ère, utilise Babylone comme métaphore de Rome, un transfert symbolique qui témoigne de la persistance de Babylone comme archétype de la civilisation impériale dans l'imaginaire du Proche-Orient ancien. Cette persistance symbolique traversera les siècles jusqu'aux usages contemporains où Babylone sert encore de métaphore pour la puissance corrompue ou le pluralisme décadent selon les discours.
Dans les traditions arabes médiévales, les textes et les traditions mésopotamiennes ont également laissé des traces, particulièrement dans la géomancie et la magie astrologique. Les Sabéens de Harran, une communauté aux pratiques religieuses complexes, survivant jusqu'au Moyen Âge dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie, ont transmis des éléments de la tradition astrologique babylonienne à travers des textes arabes qui ont ensuite influencé la science et la philosophie de l'islam médiéval. Cette filière de transmission illustre une fois de plus la continuité des échanges culturels à travers les ruptures politiques et religieuses. La mémoire des Anunnaki dans les traditions postérieures à la Mésopotamie ancienne est fragmentaire et transformée. Ils ne réapparaissent pas comme tels dans les traditions judaïques, chrétiennes ou islamiques. Leur nom disparaît avec la langue qui les portait. Mais les structures narratives et cosmologiques qu'ils habitaient, le conseil divin, les dieux juges des morts, les êtres célestes qui interviennent dans les affaires humaines, se retrouvent sous des formes variées dans les anges et les démons des traditions monothéistes, dans les dieux planétaires de l'astrologie hellénistique et dans les génies de la tradition islamique. Ce n'était pas une survie directe mais une transformation. Le motif persiste, le nom et la forme changent. Toute enquête intellectuelle honnête sur les textes sumériens et sur les questions qu'ils soulèvent doit s'accompagner d'une reconnaissance explicite des limites de l'évidence disponible. Ces limites sont réelles, variées dans leur nature et importantes à identifier avec précision, non pour ouvrir une porte à des affirmations non fondées, mais pour délimiter avec honnêteté ce que nous savons, ce que nous pouvons savoir, et ce qui reste au-delà de nos possibilités de connaissances actuelles. La première catégorie de limites est philologique. Bien que la lecture du cunéiforme soit une science bien établie, certains textes ou passages restent difficiles à déchiffrer. Les tablettes peuvent être endommagées, cassées, érodées, brûlées de manière inégale. Et les lacunes dans le texte obligent les éditeurs à proposer des reconstructions hypothétiques dont le degré de certitude varie. Certains termes ou expressions apparaissent en très peu d'occurrences, rendant difficile la détermination précise de leur sens. Des débats lexicographiques existent entre spécialistes sur l'interprétation de termes spécifiques. Débats qui se règlent progressivement par l'accumulation de parallèles textuels et de comparaisons avec d'autres langues sémitiques ou non sémitiques apparentées. Ces difficultés philologiques réelles doivent être distinguées des prétendues difficultés invoquées par les auteurs pseudo-scientifiques. Lorsque Sitchin propose des traductions radicalement différentes de celles que produisent les dictionnaires lexicographiques établis, il ne comble pas une lacune réelle de la philologie. Il propose des traductions incorrectes en ignorant la méthodologie qui fonde les traductions existantes. La distinction est importante. Une incertitude réelle est une incertitude sur laquelle des spécialistes compétents peuvent légitimement diverger. Une incertitude fabriquée est une prétention à l'incertitude, là où un consensus bien fondé existe. La deuxième catégorie de limites est archéologique. Le sol mésopotamien contient encore d'innombrables tablettes non fouillées et chaque campagne de fouilles apporte de nouvelles données susceptibles de modifier des interprétations établies. Des textes entiers, des compositions mythologiques, des archives administratives, des listes lexicales peuvent attendre d'être découverts dans des sites non encore explorés. Ces découvertes futures pourraient affiner, compliquer ou dans certains cas réviser des aspects de notre compréhension de la culture sumérienne. Il serait intellectuellement malhonnête de prétendre que le tableau que nous avons aujourd'hui est définitif et complet. Cependant, la probabilité que des découvertes futures renversent fondamentalement le cadre d'interprétation établi, en révélant par exemple des textes qui décrivent explicitement des vaisseaux spatiaux ou des technologies extraterrestres dans un langage qui ne laisse aucune ambiguïté, est extrêmement faible. La cohérence interne du corpus connu, la convergence des méthodes philologiques, archéologiques et anthropologiques vers une interprétation commune et la très grande quantité de données disponibles constituent ensemble un ensemble de preuves dont le renversement nécessiterait non pas quelques tablettes supplémentaires, mais une révision fondamentale de l'ensemble des disciplines impliquées. La troisième catégorie de limites est génétique et biologique. La question de l'origine des Sumériens, qui ils étaient, biologiquement, d'où ils venaient, dans quelle mesure ils représentent une population continue ou une synthèse de populations différentes, n'est pas entièrement résolue. Les analyses d'ADN anciens de populations mésopotamiennes restent limitées par les conditions de conservation déjà mentionnées.
Les données disponibles sont compatibles avec une évolution locale depuis les populations néolithiques, mais elles ne permettent pas encore de tracer avec précision les filières migratoires qui ont contribué à la formation de la population sumérienne historique. Cette incertitude biologique est réelle, mais elle ne saurait servir de support à l'hypothèse d'une hybridation avec des êtres non humains, une affirmation qui nécessiterait des preuves biologiques positives, non une absence de preuves contraires. La quatrième catégorie de limites concerne l'interprétation des intentions et des expériences subjectives. Les textes sumériens nous disent ce que les scribes ont écrit, dans quels contextes institutionnels ils l'ont écrit, et selon quelles conventions stylistiques et génériques. Ils ne nous disent bon pas avec certitude ce que les auteurs croyaient impersonnellement, dans quelle mesure ils adhéraient littéralement aux cosmologies qu'ils mettaient en forme, et quelle était la diversité des croyances et des pratiques religieuses au sein de la société sumérienne. Cette limitation, propre à toute étude de la vie intérieure des sociétés historiques, laisse ouvertes des questions sur la nature de l'expérience religieuse sumérienne qui ne peuvent pas être répondues avec les sources disponibles. Reconnaître ces limites ne conduit pas à l'agnosticisme général sur toutes les affirmations concernant les civilisations mésopotamiennes. Certaines choses sont solidement établies. Les textes cunéiformes existent, ils peuvent être lus, ils appartiennent à une tradition culturelle spécifique dont les structures et les conventions sont documentées, et les Anunnaki qui y apparaissent sont des divinités dans le sens culturellement et anthropologiquement précis du terme. D'autres questions restent ouvertes à des niveaux de profondeur variables. Questions de datation, d'attribution, d'interprétation d'expressions ambiguës. Et d'autres affirmations encore, les visites extraterrestres, la planète Nibiru, la manipulation génétique, ne sont pas soutenues par l'évidence disponible et ne correspondent pas aux standards épistémiques qui permettent de les considérer comme des hypothèses légitimes dans le débat académique. La conscience de ces limites est en elle-même une posture intellectuelle précieuse. Elle distingue la connaissance de la certitude absolue, l'hypothèse bien fondée de la spéculation non contrainte et l'incertitude légitime de l'ignorance exploitable. C'est dans cet espace, entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore, que la recherche continue de travailler lentement, méthodiquement, avec une rigueur dont les résultats, accumulés sur des décennies, constituent enfin notre meilleure approximation disponible de ce que fut réellement la civilisation sumérienne. Le passage d'une lecture philologique et historique des textes sumériens à une lecture qui y voit la trace d'intervention extraterrestre est un phénomène culturel du XXe siècle qui mérite d'être analysé dans son propre contexte historique. Ce glissement ne résulte pas d'une découverte archéologique ou textuelle nouvelle qui aurait imposé une révision des interprétations établies. Il résulte de transformations dans le contexte culturel de réception des textes anciens. Transformations qui ont créé une audience réceptive à des lectures radicalement non conventionnelles. Le début du XXe siècle voit une première vague de fascination populaire pour les civilisations anciennes, alimentée par des découvertes archéologiques spectaculaires, la tombe de Toutankhamon en 1922, les tombes royales dures fouillées par Woolley entre 1922 et 1934, les déchiffrements successifs de diverses écritures anciennes. Ces découvertes entrent dans la conscience publique à travers une presse de masse qui les dramatise et les mythifie. La malédiction de la tombe de Toutankhamon, largement construite par les journaux de l'époque, est l'exemple le plus connu de cette tendance à projeter du mystère et du danger sur les vestiges des civilisations anciennes. Les années 1960 constituent un moment charnière. La conquête spatiale transforme la perception que les sociétés occidentales ont des possibilités technologiques et de l'accessibilité du cosmos. La première publication d'Erich von Däniken, Chariots of the Gods, en 1968, coïncide avec l'année de la mission Apollo 8, qui envoie les premiers astronautes en orbite lunaire. Von Däniken propose une lecture des vestiges anciens, pyramides, lignes de Nazca, fresques rupestres, comme traces de visites extraterrestres. Son livre se vend à des dizaines de millions d'exemplaires, traduits dans des dizaines de langues. Il inaugure un genre éditorial et télévisuel qui ne s'est depuis pas démenti. Zecharia Sitchin publie The 12th Planet en 1976, apportant une dimension textuelle à l'hypothèse extraterrestre que von Däniken avait principalement construite sur l'iconographie et l'architecture. Sitchin affirme avoir accès à une méthode de lecture des textes cunéiformes différente de celle des assyriologues universitaires et prétend que cette méthode révèle une histoire cachée de la Terre.
Sa construction narrative combine des éléments de mythologie sumérienne réelle avec des inventions lexicographiques, des analogies forcées et des emprunts à d'autres traditions mythologiques. Le résultat est un récit cohérent sur le plan interne. Les Anunnaki viennent de la planète Nibiru, craignent l'humanité pour exploiter les mines d'or terrestres, se retirent après le déluge, mais dont chaque élément spécifique ne résiste pas à l'examen philologique. Il est important de comprendre pourquoi ce récit a convaincu et continue de convaincre de nombreux lecteurs. Plusieurs facteurs psychologiques et culturels sont à l'œuvre. La rhétorique de la connaissance cachée, l'idée que les établissements académiques dissimulent une vérité dérangeante, est particulièrement efficace dans des contextes de méfiance institutionnelle. Si les universités et les musées prétendent que les textes sumériens ne parlent pas d'extraterrestres, ceux qui croient en une dissimulation généralisée interpréteront précisément ce déni comme une confirmation. Cette structure argumentative est non falsifiable. Chaque contre-argument devient preuve de conspiration. La complexité réelle des textes cunéiformes joue également un rôle. Il n'est, c'est pas faux de dire que certains passages restent ambigus, que certaines traductions sont disputées entre spécialistes et que notre compréhension du corpus ne cesse d'évoluer au fil des nouvelles découvertes. Cette incertitude partielle et légitime est exploitée pour suggérer que l'ensemble du champ est incertain, que les spécialistes ne savent pas vraiment ce que disent les textes. Cette confusion entre incertitude sur des détails spécifiques et incertitude sur l'ensemble du cadre interprétatif est une des manipulations rhétoriques les plus caractéristiques des argumentations pseudo-scientifiques. Le développement des médias visuels, documentaires télévisés, puis vidéos en ligne, a amplifié la diffusion de ces interprétations de manière exponentielle. Des émissions comme Ancient Aliens, produites aux États-Unis depuis 2009, ont introduit les hypothèses sitchiniennes et vondénikénistes à des audiences devant de plusieurs millions de personnes, dans un format qui les présente sur un pied d'égalité avec les interprétations académiques, créant une fausse symétrie entre une lecture rigoureuse fondée sur des décennies de recherche philologique et une lecture populaire fondée sur des erreurs de traduction et des analogies non vérifiées. Il serait réducteur, cependant, de n'analyser ce phénomène culturel que sous l'angle de la désinformation. L'intérêt persistant pour les civilisations anciennes et pour la question de notre origine en tant qu'espèce témoigne d'un besoin culturel réel, un besoin de récit fondateur qui donne sens à la condition humaine, qui inscrivent l'humanité dans un cadre cosmique plus large que celui que proposent les disciplines académiques. Les textes sumériens réels, avec leurs questions sur le travail, la mort, la relation entre Dieu et humain, le sens de la souffrance et la permanence de la civilisation face au temps, répondent à ces besoins avec une profondeur et une sophistication que les réinterprétations populaires n'atteignent pas. Le défi est d'ouvrir ces textes à un public large sans les trahir. Le sol de la Mésopotamie a conservé ces textes, mais il a aussi conservé autre chose, les restes matériels de la vie ordinaire que les grandes archives ne documentent qu'indirectement. Des foyers de cuisine, des fragments de vaisselle, des restes d'animaux sacrifiés, des semences carbonisées, des débris d'artisanat, des fondations de maisons modestes construites en briques de terre crue. Ces traces de la vie quotidienne contextualisent les textes monumentaux et rappellent que derrière les hymnes aux dieux et les chroniques royales se trouvaient des millions de personnes ordinaires dont nous connaissons à peine les noms, et dont l'expérience du monde était médiatisée par les mêmes symboles et les mêmes récits que les textes nous ont transmis. L'archéologie contemporaine, avec ses méthodes de plus en plus raffinées, datation par radiocarbone, analyse isotopique, génétique des populations anciennes, archéobotanique et archéozoologie, télédétection par satellite et lidar, ouvre des fenêtres de plus en plus précises sur cet arrière-plan de la vie ordinaire. Ces méthodes permettent de reconstituer des régimes alimentaires, des routes commerciales, des épidémies, des mouvements de population, des changements dans l'utilisation des terres. Elles enrichissent et complexifient le tableau que les textes seuls ne suffiraient pas à produire, et elles ancrent les grands récits mythologiques dans une réalité matérielle dont la densité et la complexité sont impressionnantes. La question qui demeure au terme de cette exploration n'est pas celle que le titre de ce documentaire semblait promettre, ce qui s'est vraiment passé avant les Anunnaki. Cette question présuppose une réalité que les textes ne supportent pas. La question qui demeure est plus subtile et plus intéressante. Comment une civilisation humaine, il y a 5000 ans,
dans une plaine alluviale entre deux fleuves capricieux, sans accès aux ressources minérales ou forestières, a-t-elle construit un système de représentation du monde, d'une cohérence et d'une richesse telle qu'il a nourri des traditions culturelles pendant des millénaires et continue aujourd'hui d'alimenter l'imagination humaine sous des formes aussi diverses que la philologie académique et les théories des astronautes anciens? La réponse à cette question est finalement la plus remarquable qui soit, par le travail, par l'organisation, par la transmission patiente d'une génération à l'autre, par la mise en forme collective de l'expérience dans des récits qui lui donnent sens et continuité. Les Sumériens n'avaient pas besoin d'aide extraterrestre pour accomplir ce qu'ils ont accompli. Ils avaient ce que les humains ont toujours eu et continuent d'avoir: la capacité de coopérer, d'imaginer, de construire, de transmettre. Ce sont ces capacités, et non une intervention venue d'ailleurs, qui expliquent l'enfance, la naissance de l'écriture, de la ville, du droit, de l'astronomie et de la littérature dans la plaine entre le Tigre et l'Euphrate. Les tablettes y sont là, dans les musées et dans le sol. Elles attendent d'être lues avec la rigueur et la patience qu'elles méritent. Ce qu'elles disent, elles le disent dans leur propre langue, selon leurs propres conventions, à travers leur propre structure symbolique. Les apprendre à lire vraiment, non pas pour y confirmer ce que l'on voulait déjà trouver, mais pour y entendre ce qu'elles disent réellement, est l'un des exercices les plus exigeants et les plus enrichissants que la rencontre avec une civilisation ancienne puisse offrir. Et ce qu'elles disent, dans leur sobriété argileuse et leur durée accidentelle, vaut largement le détour. Au terme de cette exploration, il est utile de revenir à l'objet premier, la tablette d'argile elle-même. Petite, souvent brisée, noircie parfois par l'incendie qui l'a paradoxalement sauvée, couverte de lignes cunéiformes gravées avec précision dans une matière destinée à disparaître mais devenue éternelle par accident. La tablette cunéiforme est un objet humble dans sa matière et extraordinaire dans sa durée. Elle a traversé 5000 ans sans les intentions de quiconque, préservée par la physique de l'argile cuite et par la sédimentation silencieuse de la plaine alluviale. Le musée de l'Orient ancien d'Istanbul, le British Museum de Londres, le musée du Louvre à Paris, le Penn Museum de Philadelphie et des dizaines d'autres institutions à travers le monde conservent plusieurs centaines de milliers de tablettes cunéiformes. D'autres attendent encore dans des telles que les conditions politiques et les financements de recherche permettront peut-être un jour d'explorer systématiquement. Chaque tablette est un document, une fenêtre sur un moment précis d'une vie institutionnelle ou intellectuelle de l'ancienne Mésopotamie. Ensemble, elles constituent l'une des archives les plus riches que l'humanité ait léguées à elle-même. Ce que ces tablettes conservent n'est pas un secret. Ce n'est pas une vérité cachée que des académiciens conspirateurs auraient un intérêt à ne pas révéler. C'est quelque chose de plus simple et de plus profond à la fois. La trace d'une civilisation qui a essayé de comprendre le monde dans lequel elle vivait, de lui donner une cohérence, de transmettre cette cohérence à ceux qui viendraient en après, et de s'inscrire dans le temps d'une manière qui dépasse la durée d'une vie individuelle. Les scribes d'Uruk, de Nippur, d'Ur, de Lagash, de Nippur et de Babylone, qui ont pressé leur calame dans l'argile humide, n'étaient pas des messagers d'être venus d'ailleurs. Ils étaient des humains qui faisaient le travail fondamentalement humain de donner sens à l'existence. Les Anunnaki de ces tablettes, Tamili, sont une création culturelle d'une richesse remarquable. Ils incarnent les forces que les Sumériens percevant comme gouvernant leur monde: le ciel, la pluie, la fertilité du sol, les crues du fleuve, la mort et le jugement, la guerre et la paix. Ils sont anthropomorphes parce que la pensée humaine tend à concevoir l'agentivité sous une forme qui lui ressemble. Ils sont hiérarchisés parce que la société dans laquelle ils ont été conçus était hiérarchisée. Ils délibèrent en assemblée parce que les cités-États sumériennes connaissaient tant des formes d'assemblée et de délibération collective. Ils sont capricieux, passionnés, jaloux et généreux parce que les humains qui les ont créés l'étaient aussi